La science-fiction, on y est déjà. L'intelligence artificielle est en train de complètement bouleverser la guerre. De nouvelles armes, capables de prendre des décisions de vie ou de mort, apparaissent sur le champ de bataille. Et ça nous force tous à nous poser une question fondamentale. À quoi va ressembler la guerre de demain ? Cette citation, elle met le doigt sur le problème central. Imaginez, dans les conflits d'aujourd'hui, tout va plus vite. La quantité de données à analyser est un véritable déluge, c'est tout simplement devenu ingérable pour un cerveau humain. Alors face à cette hyper-guerre, les armées n'ont pas vraiment le choix. Elles se tournent vers des technologies qui, elles, peuvent décider et agir à une vitesse surhumaine. Et attention, on ne parle pas du futur, c'est maintenant. L'IA est déjà sur le terrain dans des conflits bien réels, que ce soit en Ukraine ou à Gaza. Et là-bas, elle est en train de tout changer. La façon de cibler, la façon de combattre. Alors, premier exemple concret, la vendeur. C'est une enquête du média Plus 972 qui l'a révélé. Et c'est là que ça devient assez troublant. Ce système, il ne fonctionne pas avec des preuves formelles, mais avec des probabilités. Comment ? Eh bien, il va analyser des métadonnées. Par exemple, est-ce que quelqu'un change souvent de téléphone ? Est-ce qu'il est en contact avec des numéros déjà identifiés comme suspects ? À partir de là, l'algo donne une note, un score de probabilité, et ce score peut suffire à faire de quelqu'un une cible. Le problème, bien sûr, c'est que le risque d'erreur est intégré dès le départ. Et ce n'est pas tout. Un autre système prend le relais, et son nom fait froid dans le dos. Where's Daddy ? Le principe est simple si l'on peut dire. Une fois que la vendeur a identifié une cible, ce logiciel va la suivre, la traquer, et il va sonner l'alerte pour une frappe au moment jugé parfait. C'est-à-dire souvent quand la personne rentre chez elle. Le rôle de l'humain dans tout ça, il se réduit à valider la suggestion de la machine. Une décision de vie ou de mort qui se prend en à peine quelques secondes. Mais attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Si on regarde en Ukraine, par exemple, face à un ennemi beaucoup plus nombreux, l'IA devient ce qu'on appelle un multiplicateur de force. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des algorithmes passent au crible des milliers d'images satellites, de communication pour trouver des cibles et optimiser les tirs. Bien plus vite que n'importe quel humain. La technologie, en fait, vient rééquilibrer les forces sur le terrain. Bon, tous ces exemples sont très concrets et nous amènent à une question essentielle. On entend partout le terme robot tueur. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Ce terme est un peu tape à l'œil, il est fait pour les médias. Le vrai concept technique, lui, est plus précis. On parle de Salah. Alors, la définition qui fait le plus consensus, celle qu'utilise par exemple la Croix-Rouge, c'est celle de Salah. Et là, le point absolument crucial, c'est ce qu'on appelle les fonctions critiques. Un Salah, ce n'est pas juste un système automatique. Non, c'est un système qui prend, tout seul, de manière autonome, la décision finale, la décision d'utiliser la force, de tuer, contre une cible qu'il a lui-même choisie. Et ce schéma illustre parfaitement la différence. Regardez. En haut, c'est le drone classique, celui qu'on connaît. Il est téléopéré. Il y a un opérateur humain qui voit à travers les yeux du drone. Et c'est lui et seulement lui qui appuie sur le bouton. Le lien est constant. Maintenant, regardez en bas. Ça, c'est un Salah. Une fois qu'il est activé, c'est fini. Il n'y a plus de lien de communication pour la décision de tir. Le système est lâché dans la nature en quelque sorte. Il opère seul et il engage les cibles qu'il trouve selon sa programmation sans demander la permission à personne. C'est ce saut-là qui change absolument tout. Alors, cette autonomie radicale nous met face à un vrai dilemme. D'un côté, est-ce que c'est la promesse de guerre plus propre, plus chirurgicale, ou de l'autre, est-ce qu'on est face à un danger existentiel ? Et les arguments, vous allez voir, sont très solides des deux côtés. Alors, du côté des pour, on met en avant les avantages. Des machines bien plus rapides, bien plus précises. Des machines qui n'ont pas peur, qui ne sont jamais fatiguées, et surtout qui évitent d'envoyer des soldats au front. Mais du côté des contres, les alertes sont tout aussi fortes. On parle de risques immenses, la perte totale de contrôle, un vide juridique qui est responsable si la machine se trompe, et puis le risque ultime, une escalade des conflits complètement incontrôlable à la vitesse des algorithmes. Le cœur du problème, finalement, il n'est pas que philosophique. Il est surtout juridique et éthique. Et tout se résume à une seule question, mais elle est énorme. Est-ce qu'une machine peut vraiment respecter les règles de la guerre ? Parce que le droit de la guerre, le droit international humanitaire, repose sur des jugements humains incroyablement complexes. Prenez le principe de distinction. Il faut faire la différence entre un combattant et un civil. Parfois, ça se joue à des détails très subtils. Ensuite, la proportionnalité. Est-ce que l'avantage militaire d'une frappe vaut le risque pour les civils ? Comment on pèse ça ? Et enfin, la précaution. Imaginez qu'au dernier moment, un bus scolaire passe dans le viseur. Un humain peut décider d'annuler. Mais une machine ? Tout ça, c'est une question de contexte, de jugement. Et la vraie question, c'est comment peut-on bien traduire ça en ligne de code ? C'est le défi. Face à ce défi qui donne le vertige, on est clairement à un tournant. Le monde entier est à la croisée des chemins. La communauté internationale essaye tant bien que mal de trouver une réponse, mais on va voir que les avis sont très partagés.
Aux Nations Unies, ça discute ferme. Les débats sont vraiment intenses. Alors que faire? Est-ce qu'on interdit tout, purement et simplement, avec un traité? Est-ce qu'on met en place une régulation très stricte? Ou est-ce qu'on laisse chaque pays faire ce qu'il veut dans son coin? Pour l'instant, disons-le clairement, on est très très loin d'un accord. Pour simplifier, on peut voir 3 grands camps qui s'affrontent. D'abord, il y a ceux qui veulent une interdiction, comme la Croix-Rouge ou la campagne Stop Killer Robots. Ils disent il faut des règles claires, un traité, pour interdire les systèmes les plus dangereux et réguler très sévèrement les autres. Au milieu, on a un groupe de pays, beaucoup d'Européens, avec une approche un peu différente. Ils disent ok, on interdit ce qui échappe complètement au contrôle humain, et pour le reste, on met en place des règles internationales. Et enfin, il y a les grandes puissances militaires, comme les États-Unis ou la France. Eux, ils ne veulent pas d'un traité qui les bloque. Ils préfèrent développer leurs propres règles pour s'assurer de garder ce qu'ils appellent un jugement humain approprié. Mais malgré toutes ces disputes, il y a quand même un concept qui revient tout le temps au centre de toutes les discussions. Et c'est peut-être ça la clé pour ne pas perdre pied. Ce concept, c'est le contrôle humain. Plus précisément, on parle de contrôle humain significatif. L'idée, en soi, est assez simple. Quel que soit le degré d'autonomie de la machine, il faut qu'un humain garde assez de contrôle pour comprendre ce qu'elle fait et en être responsable. Sauf que, tout le problème est dans un seul mot, significatif. Qu'est-ce que ça veut dire un contrôle significatif? Juste définir les cibles avant la mission ou pouvoir l'annuler à n'importe quel moment? C'est sur ce mot que tout le débat bute aujourd'hui. Et tout ce débat, finalement, il nous ramène à une peur bien plus profonde. C'est ce que le philosophe Günther Anders appelait le décalage prométhéen. C'est un peu comme le mythe de Prométhée qui a donné le feu aux hommes, un pouvoir qu'ils ne savaient pas maîtriser. Et bien là, c'est pareil. On crée des technologies tellement puissantes qu'elles dépassent notre capacité à en gérer les conséquences morales. Autrement dit, notre pouvoir de créer va beaucoup plus vite que notre sagesse. Et ces armes autonomes, c'est peut-être l'illustration parfaite de ce fameux décalage. Que la technologie progresse à une vitesse folle, ça, c'est un fait. La vraie question, celle qui va vraiment définir notre avenir, ce n'est plus de savoir si on peut créer ces armes. C'est de savoir si on aura la sagesse de ne pas le faire, ou au minimum, de réussir à les contrôler. La technologie avance. Est-ce que notre sagesse, elle, va suivre le rythme ?